sommes au salon Rétromobile sur le stand Renault. Vous voulez bien vous présenter? Bonjour, je m'appelle Luc Portron et je suis en charge de Renault Classique. Donc on est face à un beau taxi. Alors, quelle est l'histoire? Alors, c'est effectivement un exemplaire d'un type AG. Il faut savoir qu'à partir de 1905, Renault a proposé ce modèle, fait spécifiquement pour les besoins des taxis parisiens, et qu'en 1914, on aura déjà livré plus de 10 000 taxis en région parisienne. Et ces taxis vont être réquisitionnés le 6 septembre 1914 par Gallieni pour monter le plus rapidement possible des troupes sur le front de la bataille de la Marne, puisque les Allemands foncent vers Paris et il faut absolument les stopper. Le ferroviaire est désorganisé, il y a eu des bombardements, peut-être un peu de sabotage de voies, et donc la meilleure façon de faire avancer les troupes très rapidement, c'est d'utiliser ces taxis qui sont réquisitionnés en 2 heures. À 20 h, ordre de réquisition, 22 h 30, départ depuis l'esplanade des Invalides et retour le lendemain pour recommencer, renvoyer de nouvelles troupes sur le front. C'était des véhicules qui étaient quand même adaptés pour pouvoir sur le terrain Alors c'est des véhicules très simples. Louis Renault avait répondu à un appel d'offres et avait développé un véhicule extrêmement simple avec une mécanique bicylindre d'un peu plus de 1000 cm3 au départ et puis après 1200 qui roulait à 40 km/h maximum, mais on n'avait pas besoin d'aller plus vite dans Paris. Il faut se souvenir qu'il y avait encore beaucoup de fiacres à chevaux dans Paris à cette époque-là. Donc ça correspondait parfaitement aux besoins des taxis, c'est-à-dire un véhicule très robuste, très fiable, facile à réparer et qui va faire merveille pour emmener les troupes sur le front. Et justement sur le front par exemple, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de panne, etc. Comment ils ont vécu cette histoire? On a peu de renseignements, on a peu de témoignages sur la façon dont les convois se sont passés, mais a priori ils se sont bien passés, puisqu'encore une fois ils sont partis en 2 heures et ils ont fait 2 rotations sans problème majeur. Donc ce véhicule est parfaitement restauré, donc il appartient au musée, non? Alors c'est un véhicule qui appartient à la collection Renault, qui sort tout juste de restauration. Il avait été restauré une première fois dans les années 60. Il a longtemps été exposé au pub Renault sur les Champs-Élysées, mais il n'était pas dynamique. Et donc on vient de le restaurer en partant du châssis nu, et ce véhicule est maintenant en parfait état de fonctionnement. Donc il en existe beaucoup encore Il est très difficile de savoir combien de taxis type AG survivent à ce jour. On considère qu'il doit y en avoir une dizaine à peu près en France entre les mains de collectionneurs privés. Et vous en retrouvez quelques exemplaires dans certains musées comme le musée de la Grande Guerre ou le musée de l'armée aux Invalides. Donc là vous fêtez d'autres anniversaires qu'on va... Alors ça c'est le premier anniversaire, donc 100 ans de réquisition des taxis parisiens. Le deuxième anniversaire important, c'est celui d'une autre icône automobile, c'est la Renault 8 Gordini, qui fête ses 50 ans cette année, puisque la version 1100 a été présentée au Salon de l'Auto de Paris en 1964. Alors c'est une voiture qui a permis à de nombreux pilotes, jeunes pilotes dans les années 60, d'apprendre le pilotage, de montrer leur talent et pour certains d'entre eux d'aller beaucoup plus loin dans la compétition automobile, puisque sont passés par la R8 Gordini des gens comme Vinatier, Orsini, pour les rallyman, Pio bien sûr, mais également des gens comme Ragnotti, des gens comme Cudini, vous avez Jean-Pierre Jabouille, enfin ils sont très très nombreux, de grands champions français, à être passés par cette école de pilotage qui était la Renault 8 Gordini. C'est une voiture préparée là Alors vous avez devant vous une réplique de la série limitée qui avait été faite en 1968 pour les JO d'hiver et pour l'équipe de France de ski, avec notamment Patrick Tambay, qui deviendra ensuite un grand pilote. Et ces voitures étaient blanches avec des bandes bleu, blanc, rouge. Et donc on a refait cette voiture à l'identique. Et cet exemplaire vient de participer au rallye Monte-Carlo historique entre les mains de Jean Ragnotti. Et il était copiloté par Michel Duvernay. Grand pilote aussi. Grand pilote, oui, bien sûr. Donc là on a le fameux bleu. Alors là vous avez une R8 effectivement bleu 418 avec les 2 bandes blanches caractéristiques. Cette voiture est tout à fait particulière, elle est sans doute l'unique survivante parmi ses consoeurs. C'est une 1100 cm3, malgré ces 4 phares qui normalement sont attribués aux 1300 cm3. Mais ça, en fait c'est une voiture préparée par l'usine pour faire des rallyes en 1965 et il rajoutait manuellement
il façonnait manuellement la calandre pour rajouter ces deux phares additionnels qui deviendront de série un petit peu plus tard. Et cette voiture a été retrouvée à l'état d'épave et a été entièrement restaurée, et c'est tout récent puisque la restauration s'est terminée la veille de l'ouverture du salon. Donc vous voyez que c'était du just in time comme on dit maintenant. Et cette voiture a fini sa carrière entre les mains de Jean-François Piot et Jean-François Jacob au Rallye Monte-Carlo de 1966, et vous la voyez ici dans cette configuration-là. La motorisation, hein. Donc 1100 cm3, très proche de la série. Seuls les carburateurs Solex ont été remplacés par des Weber qui équiperont d'ailleurs par la suite la version 1300. Nous sommes ici devant un exemplaire unique, un autre exemplaire unique de la Renault 8 Gordini. C'est une Renault 8 Gordini à moteur double arbre à cam en tête. Cette voiture est la propriété de Michel Hommel et elle est habituellement exposée au musée de Michel Hommel à Loéac. Il y a beaucoup de nostalgie de ces véhicules. Oui, c'est une voiture, la Renault 8 Gordini est une voiture qui a marqué les esprits. C'est une voiture qui correspondait pleinement à son époque. Il s'agissait de proposer une voiture très sportive, extrêmement performante, mais comme elle est dérivée d'un véhicule de grande série, elle a pu être proposée à un prix très abordable. Et donc ça a permis à beaucoup de jeunes à l'époque de découvrir les joies du sport automobile avec quelque chose qu'ils pouvaient se payer, même si c'était bien sûr plus cher qu'une voiture de série, ça restait abordable. Alors là, nous sommes devant un autre exemplaire de R8 Gordini qui illustre un autre aspect de la vie sportive de cette voiture, c'est la Coupe Gordini. Qui se définit de comment là? Alors la Coupe Gordini, le principe est très simple, c'est de proposer à de jeunes pilotes de rouler sur circuit à armes égales. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même voiture, en l'occurrence une R8 Gordini, avec un règlement technique très strict qui interdit toute préparation du véhicule, et donc ils sont à armes égales. C'est vraiment le meilleur pilote qui est devant, et c'est le niveau de pilotage qui fait la différence. C'est une voiture qui est très proche de la série, puisque les possibilités de préparation en Coupe Gordini sont très limitées. C'est une voiture qui est, on va dire, optimisée, dont la mécanique est optimisée, mais encore une fois très proche de la série. Et cette voiture-là est une ancienne voiture de Michel Leclerc, avec laquelle il a terminé deuxième de la Coupe en 69, et premier du Pas-Dunlop. Et le Pas-Dunlop était le classement des rookies, des novices. Et c'est le début d'une grande carrière qui va mener Michel Leclerc jusqu'en Formule 1. C'est des voitures qui ont été produites dans des grandes séries? Alors, je ne sais pas si on peut parler de grande série pour la Renault 8 Gordini, mais on tourne autour de 10 000 exemplaires. Qu'est-ce que nous voyons là actuellement? Alors là, vous êtes devant un projet Renault qui n'a pas été ensuite industrialisé. C'est le projet 900. Et donc c'est une recherche de Renault à la fin des années 50 sur l'optimisation de l'habitabilité des véhicules. On est face à un concept car là. C'est un véhicule d'étude et il n'était pas fait pour être montré au public. C'était vraiment une étude qui aurait pu déboucher sur un véhicule de série si l'étude a été jusqu'au bout. Mais ça a été stoppé puisque ce véhicule présentait deux inconvénients majeurs. D'une part, un sentiment d'insécurité assez fort pour les passagers avant, puisque vous voyez qu'ils sont positionnés devant le train avant, et donc c'était assez inconfortable en ressenti. Et la deuxième difficulté, le deuxième inconvénient de ce véhicule est l'accès au coffre, puisqu'il se fait en rabattant le dossier de la banquette arrière, puisque vous voyez que le coffre est placé entre la banquette arrière et le moteur qui est repoussé à l'arrière du véhicule. Donc c'est un essai qui n'a pas eu de suite industrielle immédiate, mais quelque part, on considère que c'est un peu l'ancêtre de l'espace, puisque ce sont parmi les premières réflexions de Renault autour de l'habitabilité, et c'est ce qui va conduire Renault à commercialiser 25 ans plus tard l'espace, avec une modularité intérieure absolument remarquable. Donc là, nous sommes devant le plus ancien espace connu. Il porte le numéro de châssis numéro 4 et il est tout à fait représentatif de la première série d'espaces lancée en 1984. Donc l'accueil du public alors à la présentation de ce véhicule a été comment au début? Alors, un peu surpris, non? les premiers mois de commercialisation ont été très difficiles puisque les ventes ont mis quelques mois avant de démarrer et donc il y a eu un petit moment d'inquiétude chez Renault et chez Matra, mais ça a été encore une fois pendant quelques mois seulement et ensuite c'est parti en flèche et ils ont
assez rapidement, vu que le pari était gagné et qu'ils avaient inventé un nouveau concept de véhicule. Et après, malheureusement, vous avez été copié. Oui, c'est normal qu'on ait été copié. Quand on fait des belles choses, on est toujours copié. Mais Espace a toujours gardé un cran d'avance avec ses différentes générations d'Espace, puisqu'on est aujourd'hui à la 4e génération. Face à un modèle dernière génération, si on peut dire? Alors non, il est un petit peu plus ancien que ça, il date de 1994 et c'est un espace très très particulier puisqu'il est équipé de toute la mécanique d'une Formule 1, d'une F1 Williams. C'était pour célébrer le partenariat avec Williams et donc vous avez un moteur V10 en position centrale entre les sièges, vous avez la boîte de vitesse d'une Formule 1 et toutes les suspensions d'une Formule 1. Donc c'est un véhicule capable de performance absolument incroyable. C'est son aérodynamique et son centre de gravité qui le freine par rapport à une F1 normale. Mais vous pouvez considérer que sous cette peau d'Espace, c'est une véritable F1 qui se trouve. Le patrimoine, c'est important dans le vecteur d'une marque pour commercialiser les modèles de demain, je dirais? Alors, je ne sais pas s'il y a un lien direct entre la célébration de l'histoire et la vente de véhicules, mais ce qui est certain, c'est qu'on est très fiers, nous, chez Renault, de notre histoire. On est un des rares constructeurs automobiles à être né au 19e siècle. Ça compte. On a une histoire très très riche et on veut la rappeler aux gens. Souvent, les gens ont oublié, et c'est bien normal, certains pans d'une histoire aussi riche. Et donc, on est là pour leur rappeler tout ce que Renault a pu faire pour eux, pour les générations précédentes. Et puis, quelque part, je pense que ça a un effet de réassurance. Comment dire? Une entreprise qui a su innover pendant plus de 110 ans, sait toujours innover. Et on n'est pas tout à fait dans la même situation qu'un nouveau constructeur qui arrive et qui doit tout démontrer. Et donc en cela, l'histoire, oui, est un outil de marketing. Alors vous êtes sur le patrimoine, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les prochains salons futurs? Est-ce que vous connaissez un petit peu les secrets, je dirais, Genève, le mondial? Est-ce que tout ça s'annonce bien pour 2014? Alors les secrets sont faits pour rester secrets, et donc je ne vous dirai rien sur ce qui vous attend sur les prochains salons, mais il y a des belles choses qui vous attendent, ça je peux vous le dire. Eh bien, c'est bien. Je vous remercie beaucoup. Merci.